Bonsoir à tous, bienvenue sur votre plateau Entreprendre. Cet après-midi, nous allons parler d'amour. Avec nous, monsieur Pierre Albert, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler pour nous expliquer ce dont on va parler tout à l'heure? Parce qu'on aurait une interview avant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça? Alors, je suis Pierre Albert, chargé de communication pour l'As de Cœur. L'As de Cœur qui est une agence matrimoniale, donc quelque chose de très sérieux, vous permettant, grâce à un coaching, grâce à un entretien préalable, de trouver éventuellement la bonne personne. En tout cas, de vous trouver, vous, d'être à l'aise avec vous-même pour pouvoir favoriser une belle rencontre. D'accord, alors on va parler de ça tout à l'heure, mais avant, comme vous le savez, le délégué interministériel était en Guadeloupe. Nous avons l'habitude de faire des interviews avec lui et là nous avons fait un point sur la situation de notre département. On regarde cette interview et on revient tout à l'heure. Merci pour cette interview. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, pour que les gens sachent de quoi on va parler? Et donc, je suis Arnaud Martranchard, je suis le délégué interministériel à la transformation agricole des Outre-mer. C'est une démarche qui a été initiée par le président de la République en octobre 2019 qui vise à transformer l'agriculture des Outre-mer pour aller vers des modes de production qui sont plus conformes aux attentes de nos concitoyens, c'est-à-dire moins de produits chimiques, des produits de qualité, des produits dont on peut identifier l'origine, des produits innovants, et puis essayer d'aller vers l'autonomie alimentaire des territoires. Alors déjà, avant de parler de la Guadeloupe, je voudrais qu'on fasse un point sur la Guyane, puisque vous y étiez en fin d'année. Qu'est-ce que vous avez constaté là-bas et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour développer aussi l'autonomie alimentaire? Alors, j'ai pu constater les démarches qui sont entreprises par des acteurs locaux qui ont la volonté de se structurer pour développer les produits locaux. La structuration permet d'être fort vis-à-vis du marché, vis-à-vis des distributeurs, vis-à-vis des importateurs, alors que quand les éleveurs ne sont pas organisés ou que les agriculteurs sont seuls, ils ont beaucoup moins de force de proposition et de force de négociation vis-à-vis de la distribution. Donc on a eu ces démarches. J'étais là-bas pour inaugurer le premier salon e-élevage avec le président de la collectivité, M. Gabriel Serville, qui était une démarche pour mieux faire connaître aux citoyens les produits locaux et le mode d'élevage. D'accord, ça doit être peut-être un point commun qu'on a chez nous avec la Guyane, la structuration. Je pense que la structuration est un peu plus avancée ici, en Guadeloupe, et que les modes de production sont un peu plus diversifiés, puisque la Guyane, on a beaucoup de fruits et légumes, on doit être à peu près à 70% de couverture en fruits et légumes. Sur les produits animaux, on est beaucoup plus faible, à moins de 10%. On a une distillerie qui fait du rhum, alors qu'en Guadeloupe, on a une production importante de bananes, qui est, on va dire, une des filières structurantes et de base, avec beaucoup d'éleveurs qui font et de la banane et des filières de consommation locale. On a la filière canne, avec 2 sucreries, et aussi des éleveurs qui font à la fois de la canne et des produits de consommation locale, plus les produits de la distillerie, puisqu'on a de nombreuses distilleries en Guadeloupe. Donc ça fait la différence avec la Guyane. Et puis on a ces éleveurs que j'ai visités aujourd'hui, qui essayent de se structurer. On a une interprofession fruits et légumes, Iguaflore, et on a une interprofession viande, Iguavi, dont on a le président ici avec nous, et qui nous a fait visiter certains de ces élevages. D'accord, alors merci. Alors je rappelle aux téléspectateurs que nous avons déjà fait des points. On a déjà eu l'occasion de faire des points avec vous pendant la crise déjà. Et dernièrement, au mois de décembre, on a parlé aussi de l'agriculture. Donc je vous invite à retourner sur sur Canal pour regarder cette émission. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez constaté maintenant que vous êtes sur place en Guadeloupe? Alors, j'ai pu discuter avec les acteurs pour voir quels sont les facteurs limitants, ce qu'il faudrait essayer de contrôler et qui les empêchent de se contrôler, de se développer comme ils le souhaitent. Je donne un exemple. On a les filières agroalimentaires qui ont des difficultés de délai de paiement, parce qu'ils vendent à certaines collectivités ou certains établissements publics qui ne les payent pas. Oui. Donc c'est très difficile, il faut qu'on essaye de régler cette difficulté. On a aussi des problèmes de disponibilité en eau.
on a un système où l'eau agricole doit venir de basse terre vers la grande terre, mais on a des problèmes de difficultés, donc on essaye de travailler avec les instituts techniques, avec les instituts de recherche pour améliorer les itinéraires techniques, pour avoir des modes de production plus économes en eau, et peut-être aussi des variétés qui résistent mieux au manque d'eau, soit parce qu'elles ont besoin de moins d'eau, soit parce qu'elles ont des racines plus performantes qui peuvent aller plus loin chercher l'eau. Donc voilà, et ici on a par exemple un élevage de porcs, et on se rend compte que l'insémination doit encore se faire en important des verras, alors qu'on pourrait faire un centre d'insémination artificielle. Il en existe un, par exemple, à La Réunion, qui permet d'élever des verras qui produisent directement les semences nécessaires à l'insémination sans qu'il y ait besoin de faire venir des animaux. Donc je vois qu'il y a des projets pour essayer de développer ce type d'outil qui aujourd'hui fait défaut. On était tout à l'heure aussi dans un élevage de poules pondeuses avec un merveilleux centre de conditionnement et on se rend compte qu'on n'a pas en Guadeloupe de centre de fabrication d'ovoproduits. On est obligé de les faire venir de l'extérieur. Donc là, il y a des projets pour tenter de développer des ovoproduits en Guadeloupe, ce qui améliorera le taux d'autosuffisance alimentaire avec des produits fabriqués localement. D'accord. Est-ce que dans les points bloquants, vous avez parlé de tout ce qui était distribution? Parce que ça, c'est un point qui revient souvent. On sait par exemple pendant la crise que les éleveurs ont beaucoup perdu en chiffre d'affaires parce qu'ils n'arrivaient plus à distribuer leur viande. Est-ce que ça, c'est un point que vous avez abordé ou pas du tout? Oui, c'est un point bien sûr très important et qui est un des points essentiels de la raison de la constitution des interprofessions. Une interprofession, c'est quoi? C'est lorsque vous associez les différents niveaux de la chaîne alimentaire. Les producteurs, qui sont organisés sous forme d'organisation de producteurs, les transformateurs, mais aussi la distribution et même les importateurs. Alors évidemment, il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui n'adhèrent pas à cette interprofession. Mais plus vous incitez les acteurs à adhérer à l'interprofession, plus vous allez faciliter la résolution de ces problèmes de distribution dont vous venez de parler. Parce qu'en fait, ils se sentiront solidaires au sein d'une même démarche avec des cotisations des différents membres qui permettront de financer des actions bénéfiques à tous. Et lorsqu'on a une interprofession forte, lorsqu'il y a des coups durs, comme par exemple les difficultés qui sont arrivées sur le fret suite à la crise Covid, eh bien, il y a des mécanismes de solidarité qui se mettent en place et qui permettent d'amortir les chocs de l'évolution du marché. Tandis que quand vous n'avez pas d'interprofession, là, vous avez beaucoup plus de mal à amortir ces chocs. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous avez pu parler des métiers de la mer pendant que vous étiez là, tout ce qui est la pêche, les marins-pêcheurs? Il y a beaucoup de difficultés qui reviennent. Est-ce que vous avez eu le temps de regarder? Non, ce sujet-là n'a pas été abordé pendant ma visite. D'accord. Et pour les filières, alors c'est vrai qu'on ne peut pas avoir toutes les filières sur notre territoire. Par contre, on peut pousser au maximum les filières porcines, bovines, de volailles. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait mettre en place rapidement? Quel est le premier point à mettre en place pour vraiment développer ces secteurs d'activité? Alors, c'est la structuration. Encore une fois, c'est la structuration qui permet. Alors, elle existe. Vous avez des filières bovines qui sont présentes. On avait jusqu'à 2000 tonnes par an à l'abattoir. Bon, ça a un petit peu baissé, je crois, mais c'est des chiffres qui ne sont pas ridicules. On a l'exemple de la filière porcine. On a la filière volaille quasiment autosuffisante en œufs. Enfin bon, à 70%, ce sont des très bons chiffres. La filière volaille de chair qui est un peu plus basse, mais qui peut se développer si on installe des éleveurs. Et là, le président de l'interprofession pense qu'en installant encore quelques éleveurs de volailles de ponte, on arrivera à l'autosuffisance complète pour les œufs coquilles assez rapidement. Et donc, il faut financer quelques élevages, financer quelques outils structurants, comme le centre d'insémination artificielle dont on a parlé pour les porcs ou le centre une casserie pour les ovoproduits dont on a parlé. Et en finançant ces éléments-là, on arrivera à progresser vers l'autosuffisance alimentaire. D'accord. Alors pour la chair, vous avez sans doute entendu parler de ce qu'on appelle le poulet là.
enfin le poulet de déclassement, je crois. Hein, le poulet de dégagement. Le poulet de dégagement, exactement. Et visiblement, ça, c'est un problème vraiment. Au niveau de la concurrence, c'est vraiment un problème pour les éleveurs. Est-ce qu'ils vous en ont parlé avec vous ou pas ? On n'a pas abordé spécifiquement ce problème aujourd'hui, mais c'est un problème qui est évoqué depuis de très nombreuses années. Ça concerne tous les territoires. Hein. Ça concerne tous les territoires ultramarins. Le mécanisme, c'est lorsque dans l'Hexagone, il y a un marché habituel qui se ferme. Par exemple, quand un pays tiers ferme ses frontières pour diverses raisons, les producteurs hexagonaux ne peuvent pas écouler les produits vers leur marché d'export. Donc ils se retrouvent avec ces produits sur les bras et ces produits leur coûtent cher car ils doivent les stocker et il faudrait qu'ils les écoulent vers leur marché habituel, le marché local, et ils ne veulent pas le faire parce que ça va tirer les prix vers le bas pour l'ensemble de leur production. Donc ils préfèrent les dégager, les envoyer à perte vers les territoires d'outre-mer parce que ça va baisser le marché outre-mer, mais comme ce n'est pas leur marché de prédilection, ça leur est moins important. Et ces produits arrivent et effectivement font une concurrence insupportable aux produits locaux. Parce que ça, c'est une loi tout simplement. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas retoquer la loi ou bien modifier quelque chose de manière à ce que ce ne soit pas moins cher d'exporter en outre-mer, par exemple, que d'exporter dans le département d'à côté ? Alors c'est le code du commerce, c'est l'autorité de la concurrence qui gère ce genre de difficultés, qui a déjà émis un avis qui est public sur ces produits de dégagement en considérant que ce n'étaient pas tout à fait les mêmes produits parce que ce ne sont pas des produits de même qualité, ce sont des produits de qualité beaucoup plus basse et l'autorité de la concurrence a aussi remarqué que dans les territoires d'outre-mer il y avait une frange de la population qui avait un pouvoir d'achat extrêmement faible et qui ne pourrait pas acheter les produits locaux parce qu'ils sont tout simplement trop chers par rapport à leur pouvoir d'achat. D'où je pense la nécessité d'essayer de le réguler, même si on ne pourra pas le faire disparaître totalement, mais le réguler. Et on a mis des outils dans la loi qui permettent de réunir les distributeurs et les producteurs locaux pour tenter d'avoir une forme de régulation de ce phénomène, soit sous la forme du bouclier qualité-prix pour les produits locaux, soit sous la forme de sorte de seuil, ok pour les produits de dégagement, mais dans un intervalle de temps limité et avec des seuils de différence de prix avec les produits locaux qui pourraient aussi être réglementés. Et donc ça, c'est une démarche un peu compliquée, qui n'est pas simple, parce que vous avez quand même en face de vous des consommateurs qui vous disent mais de toute façon moi si je n'achète pas ces produits-là je mange pas de viande. Oui. Et il faut aussi en tenir compte. Oui, donc parce que justement à La Réunion ils prenaient le problème à l'envers, c'est-à-dire que c'est depuis que le poulet est arrivé comme ça que ça a baissé et presque détruit la filière volaille. Non, ça n'a pas détruit la filière volaille, il faut pas non plus. La filière volaille existe toujours et elle est en plein dynamisme. C'est la filière qui progresse le plus à La Réunion. Oui, ils sont à plus de 15 000 tonnes par an, c'est des chiffres très importants. Mais c'est vrai que, et puis c'est pas le même prix. Vous avez le poulet ici doit être vendu à 6,80 € le kilo, le poulet local, alors que le produit d'importation, vous en avez à moins d'euros du kilo. Donc c'est pas du tout le même produit. Et c'est vrai que les Réunionnais consomment beaucoup plus local que nous, peut-être aussi. Non, il y a aussi ce phénomène alors ils sont plus développés sur les filières animales locales qu'en Guadeloupe, ça c'est certain. Mais parce qu'ils partent de plus loin. L'interprofession réunionnaise, elle a été formée en 1974, donc elle existe depuis plus de 40 ans. Donc c'est aussi avec l'expérience qu'ils arrivent à bien s'entendre entre les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les importateurs, et ils ont même obtenu de tenter de modifier la réglementation européenne pour qu'on puisse imposer des cotisations à l'ensemble des membres de l'interprofession, même ceux qui ne le souhaitent pas, pour pouvoir financer des actions en faveur de la production locale. Donc ça, c'est un essai. On a modifié le règlement communautaire très récemment sur ce sujet. Il faut encore maintenant que cette démarche soit étendue par une réglementation nationale et c'est en cours. Et on va voir ce que ça donne à La Réunion et pourquoi pas, éventuellement, si ça fonctionne bien, l'étendre à l'ensemble des territoires d'outre-mer. D'accord, merci. Alors, est-ce que, l'agriculture, si je prends un exemple du sel, par exemple, et du café,
Est-ce que vous trouvez... Enfin, je voudrais votre avis sur la situation. Nous sommes sur une île, en plein milieu de la mer, et on fait quand même, on achète beaucoup, enfin, il y a beaucoup de sel vendu en grande surface, puisque il n'y a pas de production de sel en Guadeloupe, en tout cas je parle, mis à part Marie-Galante, qui en fabriquent un petit peu. Enfin, ce sont des artisans qui font du sel. Par exemple, si on prend les îles, les Antilles du côté de néerlandaise, là, elles font beaucoup plus de sel que nous. Est-ce que ça, c'est une filière aussi qu'on peut développer, sur laquelle, par rapport à l'agro-transformation, sur lequel il faudrait faire des choses? Quel est votre avis sur tout ce qui est condiments, des choses au niveau de l'alimentation qu'on pourrait faire nous-mêmes ici? Alors, il y a eu du sel par le passé. Oui. Il y a eu du sel par le passé et ça n'a pas fonctionné à un moment. Puisque ça s'est arrêté. Peut-être par rapport à l'export, peut-être les gens ont voulu exporter, mais sur le territoire interne, les gens achetaient le sel. Oui, mais si ça avait bien marché, ça ne se serait pas arrêté. Donc il y a bien des raisons qui ont fait que ça s'est arrêté. Alors on peut toujours essayer de voir si les conditions qui ont fait qu'à une époque ça a marché et puis ça s'est arrêté, si maintenant ça pourrait reprendre. J'ai pas entendu de projet pour l'instant sur la filière du sel. J'ai entendu des projets sur le café, sur le cacao. Qui aussi est en train d'être pris. Oui, il faut aussi se rappeler qu'en 1930, on n'avait pratiquement pas de production de bananes, d'export en tout cas, sur la Guadeloupe et la Martinique, et qu'on avait du café et du cacao. Et que la raison pour laquelle on a arrêté de faire du café et du cacao et qu'on a fait des bananes, c'est à cause des cyclones. Parce que quand il y a un cyclone, le café, le cacao et la banane, ils sont par terre. Mais la banane, en 1 an, même en 9 mois, elle reproduit, alors que le café et le cacao, il faut 5 ans pour que ça reprenne. Et les cyclones, ils étaient là en 1930, ils sont toujours là en 2022. Donc il y a ce phénomène qu'il faut regarder, il ne faut pas le négliger, mais malgré tout, on a des projets de développement et qui ont été soutenus d'ailleurs récemment, en particulier dans le projet France Relance, les crédits nationaux de la relance, le volet agricole. Il y a eu des projets de relance des filières cacao et café. D'accord. Là, on entend souvent qu'il ne faut pas rester dans la monoculture. Déjà, c'est pas bon pour les sols et ça permet de changer. Est-ce que vous avez parlé de ça et quel est votre avis sur ça? Alors, on était tout à l'heure à Caraïbes Melonnier, qui fait une production de melons sur plus de 100 hectares, des melons qui sont vendus localement et exportés. Et ils font des rotations. Ils font des jachères, justement, pour éviter cette monoculture. La monoculture, c'est le développement des maladies. Parce que un parasite, une bactérie, un virus, un insecte, un champignon, il va s'adapter à une culture si elle est toute seule, et il va devenir de plus en plus fort d'année en année. Si on change de culture, ce même parasite ne sera pas un problème pour la culture d'alternance et donc ne pourra pas se développer. Donc c'est important de faire cette alternance. Alors on a encore des filières où on a de la monoculture. On a des champs de bananiers où on a de la monoculture, on a des champs de canne où on a de la monoculture, mais on essaye de le faire évoluer. On a couvert plus de 40%. Et c'est encore en train de se développer des champs de bananes d'un support végétal qui va permettre de couvrir le sol, d'avoir une biodiversité supplémentaire et de pouvoir éviter l'utilisation des herbicides, puisque ces plantes de couverture vont occuper l'espace et empêcher les adventices de se développer. Donc on a toutes ces démarches qui sont en cours et qui sont essentielles. La monoculture aboutit forcément à un moment à un problème sanitaire. D'accord. Et un point que vous avez abordé tout à l'heure, l'énergie pour produire tout ça. En ce moment, les coûts sont de plus en plus élevés, mais ça aussi, il y a le même problème sur le territoire hexagonal et même dans toute l'Europe. Mais c'est vrai qu'aux Antilles, il y a vraiment cette difficulté déjà d'acheminer l'eau, donc qui peut être un coût supplémentaire, et par rapport à l'électricité dont les éleveurs et les agriculteurs ont besoin pour faire fonctionner leur structure. Est-ce que vous avez parlé de ça avec eux ou pas? Est-ce que c'est un point que vous avez abordé? Ce sujet n'a pas été abordé, mais on a quand même au niveau de la Guadeloupe l'avantage d'avoir cette culture de la canne qui fournit un combustible qui est la bagasse, qu'on ne trouve pas dans les territoires comme la Guyane par exemple où il n'y a pas de culture de canne. Donc ça c'est un facteur
positif pour le territoire. Après, on peut essayer de développer les ressources de biomasse. Alors, la plupart des centrales actuellement fonctionnent avec de la biomasse importée, mais on peut aussi essayer de développer la biomasse locale pour tenter d'améliorer l'autonomie alimentaire des territoires. Et ça, en plus, ce serait une bonne chose puisque ce serait une économie vertueuse, on va dire. Oui, absolument. Alors, une dernière question. Qu'est-ce que vous avez pensé de votre voyage ici en Guadeloupe, enfin de votre visite auprès de nos éleveurs et agriculteurs? Et qu'est-ce que vous allez en tirer? Qu'est-ce que vous allez faire de toutes ces informations? En tout cas, moi j'ai trouvé des acteurs locaux passionnés, qui aiment leur métier, qui aiment leur territoire et qui ont envie de se développer. J'ai vu des gens qui sont entreprenants, qui ont la foi et qui croient en leur métier, alors que souvent l'agriculture peut être un repoussoir pour les jeunes. Je ne veux pas être agriculteur, c'est fatigant, je préfère un métier tertiaire. Mais là, j'ai trouvé des gens qui avaient cette volonté de développer leur territoire. Et ça, pour moi, c'est très fort. Et c'est encourageant pour l'avenir. On a aussi des lycées agricoles ici qui permettent de former nos jeunes, non seulement au développement de l'agriculture, mais aux nouvelles méthodes de production qui utilisent moins de pesticides. Donc j'en retiens un signe d'encouragement et cette volonté d'essayer de trouver des solutions aux problèmes qu'ils m'ont cités, le problème de trésorerie, les problèmes d'offres structurantes, de trouver des solutions face à certains problèmes sanitaires qui ne sont pas maîtrisés. Je pense par exemple qu'on pourrait essayer ici de développer des élevages de coccinelles qui sont des auxiliaires de culture qui iraient attaquer les insectes pathogènes, ce qui permettrait d'éviter d'utiliser des insecticides. Il existe de tels élevages, par exemple à La Réunion, il n'en existe pas encore en Guadeloupe et ça pourrait être développé. On a aussi un autre exemple, c'est essayer de régler le problème de l'eau. Le problème de l'eau, soit en finançant du matériel d'irrigation, on a le FEADER et le volet agricole du plan de relance qui permettent de financer des équipements pour lutter contre les aléas climatiques. Et on peut aussi, par exemple, essayer de développer des retenues collinaires ou améliorer le circuit de transmission d'eau entre la basse terre et la grande terre. D'accord, eh bien, merci beaucoup pour cette interview. Bon retour. Enfin, là, vous partez en Martinique. Là, je pars en Martinique pour une semaine. Pour une semaine, eh bien, bon courage en Martinique. Merci de nous avoir suivis. Vous avez un mot pour la fin? Écoutez, merci à vous. Et moi, je dis aux consommateurs guadeloupéens, croyez en la qualité de vos produits locaux et essayez n'ayez confiance. Vous avez des producteurs passionnés qui aiment leur pays, qui aiment leur territoire, qui ont la volonté de produire des produits sains. Et moi, j'ai confiance qu'on arrivera de plus en plus à avoir des produits locaux dans l'assiette des consommateurs guadeloupéens. Je vous remercie. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Au revoir. Voilà. Alors, à noter que la retraite des agriculteurs et pour les métiers de la pêche a été revalorisée. D'ailleurs, il y a eu un communiqué de presse du SNEG Guadeloupe qui dit « Attention aux indépendants du RSI de la Guadeloupe dans le cadre d'une enquête pour la revalorisation des pensions des retraites affiliées du RSI. Si vous êtes retraité, commerçant, artisan ou profession libérale, le SNEG vous invite à prendre contact très rapidement avec lui pour une collecte d'informations concernant votre pension de retraite. Donc rapprochez-vous du SNEG 06 90 54 23 60. Là, vous avez vu l'intervention de monsieur Marc Tranchard qui nous a fait un point sur ce qu'il a constaté en Guadeloupe. Il y a beaucoup de sujets qu'on n'a pas pu aborder parce qu'on n'a pas pu, j'ai pas voulu le garder trop longtemps non plus, voilà, parce que les conditions n'étaient pas forcément réunies pour vraiment faire tout ce qu'on voulait, parler de tous les sujets. On voulait parler aussi de la transmission agricole. On avait fait déjà un point avec lui par téléphone au mois de décembre quand il a fait son intervention pour nous faire un point sur l'autonomie alimentaire dans nos départements. Et c'est vrai que c'est un sujet, on aura le temps d'en reparler avec d'autres intervenants, des professionnels agriculteurs guadeloupéens. On a un problème au niveau de la transmission. Les jeunes, c'est difficile pour eux de reprendre les exploitations agricoles. Là,
Là, heureusement, la retraite a été revalorisée, mais c'est vrai que ce sont des métiers qu'il faut revaloriser sur nos territoires. Est-ce que vous voulez dire un mot sur cette intervention, sur cette interview? Que je partage tout à fait votre avis sur le fait de pouvoir dynamiser ce secteur et de permettre aux jeunes d'y accéder tout en appréhendant le moins possible la partie fiscalité, financement et tout cela. D'accord, merci beaucoup. Alors, vous êtes venu pour nous parler d'amour? Oui. Expliquez-nous ce que vous avez mis en place et comment vous avez eu cette idée déjà de faire une agence matrimoniale en Guadeloupe. Alors, il y a un constat qui a été fait sur le besoin d'accompagnement de nombre sans cesse grandissant de personnes dans ce domaine-là. Donc, il a fallu mettre en place une agence permettant les rencontres, mais les rencontres de qualité parce que ceci est bien encadré. D'accord ? Il s'agit de rencontres qui s'adressent uniquement à des personnes célibataires, officiellement célibataires. D'accord ? Donc que ce soit veuf ou veuve, divorcés, donc des personnes qui ont officiellement ce statut-là. Et ceci est vérifié par l'agence avant de pouvoir s'engager auprès de cette personne pour un accompagnement. Très important de le préciser parce qu'on a déjà vu sur sur les réseaux sociaux par exemple les rencontres et toutes sortes de choses, donc c'est important de le préciser. Pourquoi avoir fait une agence matrimoniale ici? On en entend beaucoup parler sur les territoires hexagonaux, que ce soit sur le territoire hexagonal ou bien en Europe ou aux États-Unis aussi, ça fonctionne bien. Pourquoi en avoir fait une en Guadeloupe? Il y avait un manque? Alors, permettez-moi de préciser qu'il s'agit avant tout d'une agence de rencontre qui propose des contrats matrimoniaux. Mais c'est avant tout une agence de rencontre, d'accord ? De rencontres sérieuses. Et pourquoi ? Tout simplement parce que ça répond à un véritable besoin. Il y a une demande réelle dans nos territoires, puisque cette agence est représentée en Martinique, en Guyane, à Saint-Martin, dans les îles aux alentours. Donc il y a une demande qui est réelle dans tout le bassin. Alors expliquez-nous, présentez-nous votre projet. Alors, un site, vous avez la possibilité d'appeler afin d'obtenir un entretien préalable. Cet entretien préalable permet, quand vous rentrez dans le format, puisqu'il y a le profil que je vous ai précédemment décrit, donc quand vous rentrez dans ce format-là, vous êtes accompagné. Il y a un suivi psychologique, il y a tout un certain nombre d'outils mis en place pour que l'accompagnement soit effectif. D'accord ? Donc en fonction du profil, on va adapter l'accompagnement. C'est génial ça. Comment vous faites pour... Alors, l'inscription, ça se passe comment? On ne sait jamais, moi je vais courir aller m'inscrire. L'inscription, ça se passe comment? Est-ce que c'est payant? Je vais d'abord vous demander si vous êtes réellement célibataire. Oui, je suis réellement célibataire. Alors, dites-moi comment ça passe, comment ça fonctionne, que si j'ai envie d'aller courir m'inscrire, là, comme les téléspectateurs. Alors, à ce moment-là, comme je vous ai dit, il y a un entretien préalable. On va tenter de vous connaître le mieux possible, d'accord ? Ceci, nous permettra de définir vos besoins réels, d'accord ? Tant pour vous-même que pour la relation que vous souhaitez établir avec l'autre, d'accord ? Donc, je pense qu'il faut d'abord savoir qui on est pour pouvoir apprécier l'autre et tout ça et répondre à ses besoins. Et ça se passe comment? C'est un entretien qu'on fait en agence ou c'est vous déplacez? Tout à fait. Elle est où votre agence? Expliquez-nous. Alors, je ne vous donnerai pas parce que chez nous, il y a un souci qui est particulièrement important, c'est la discrétion. D'accord ? Il y a un respect total de la vie privée. D'accord ? C'est pour cela que le lieu n'est pas tenu secret, mais est dévoilé aux personnes qui vont être véritablement inscrites et qui vont bénéficier de cet accompagnement-là. Il est important parce que c'est un métier où l'humain est le cœur de la machine. Donc il faut absolument soigner la discrétion et la mise en confiance, le respect. Voilà. Depuis quand vous êtes ouvert? 10 mois. C'est bien ça. Et comment ça fonctionne pour l'instant? Alors, pour l'instant, très bien, puisque, comme je vous ai laissé entendre, il y a une véritable demande. Maintenant, la communication permettra au plus grand nombre de savoir qu'ils ont la possibilité d'avoir un accompagnement professionnel sérieux, ici en Guadeloupe notamment. Du coup, expliquez-nous comment ça fonctionne. Alors, comme je vous ai dit, plusieurs étapes.
l'appel téléphonique qui nous permet d'avoir un premier contact avec vous et s'ensuit un rendez-vous. Le rendez-vous nous permettra d'établir votre, on va dire votre profil. D'accord. D'accord. Donc ce profil-là nous donnera un certain nombre de pistes pour savoir quel accompagnement adapté à ce client-là. Donc vous avez des besoins qui peuvent être d'ordre simplement un relooking, la confiance en soi. Et c'est bien ça pour l'accompagnement, comme vous disiez, personnel, par exemple des femmes, des hommes, ça c'est bien ça. Tout à fait, parce qu'on n'est pas forcément toujours au fait des petites choses qui font que ça bloque. D'accord ? Donc il faut parfois un avis extérieur, un avis professionnel extérieur qui permet de lire entre les lignes et de vous dire voilà le constat et comment avancer, comment se délester de ces freins-là. Donc ceci se traduit par, comme je vous disais, en fonction du profil, ça peut être un simple relooking qui aura une importance capitale parce que c'est quoi un relooking ? C'est vous mettre au summum de vous-même. C'est comme une belle vitrine. Elle est attractive et donc c'est forcément plus vendeur. Donc quand vous êtes bien mise, vous suscitez beaucoup plus l'intérêt des autres. D'accord ? Et vous êtes beaucoup plus en confiance. Donc il y a toute cette partie-là. Donc comme je vous ai dit, le suivi permet de définir les besoins et d'adapter ces besoins aux différents clients. Il y a aussi, ça peut aller plus loin par du coaching et également un suivi psychologique si cela s'avère nécessaire. Ah. Allez-y, expliquez-nous comment ça... C'est très important que parce que souvent, on parle, j'ai fait allusion tout à l'heure à des blocages. D'accord ? Donc, nous avons la volonté de vous accompagner de façon sérieuse. Donc, chaque accompagnement demande l'expertise d'un professionnel. Donc, si il y a des blocages, il y a forcément un besoin d'être suivi par un psychologue pour définir ces blocages-là et vous en délester. Ça, c'est important. Donc, l'aspect n'est pas qu'esthétique. Il y a aussi l'être lui-même. Et ceci permet de gagner en confiance en soi. Et comme vous savez, on parle en ce moment énormément de confiance en soi parce qu'on sait que c'est un besoin. Ça n'est même pas un atout, c'est un besoin. Il est indispensable d'avoir confiance en soi pour pouvoir poursuivre de façon aisée sa petite route sur Terre. D'accord. Une fois qu'on a passé ça, qu'est-ce qu'on fait ? Ah oui, une fois qu'on a passé ça, c'est bien. On peut prendre des cas de figure. Il fallait simplement un relooking et cette personne est mise en valeur, s'apprécie, apprend à s'aimer. Donc, et quand on est bien dans sa peau, on est comme un aimant. On attire la sympathie des autres, on attire l'intérêt des autres. Donc, une fois, on aura à remplir, bien sûr, une fiche qui définira le besoin de chaque client. Donc, moi, je recherche une personne de tel type et il y aura une sorte de portrait type de la quête, on va dire ça comme ça. Et nous, on se chargera de trouver quelqu'un qui colle, mais à pratiquement au minimum à 70% de cette demande-là. D'accord ? Je profite pour vous poser une question, parce qu'à chaque fois on vous voit, moi je regarde plein de films américains, des comédies romantiques, des fois où les gens cherchent un type et finalement c'est pas le bon type. Alors comment est-ce que ça fonctionne vraiment cette histoire de type, ou est-ce que les gens c'est plus la personnalité ? Qu'est-ce que vous constatez ? Alors c'est pour ça que les entretiens préalables avec les outils qu'on met en place permettent à cette personne de savoir quels sont ses véritables besoins, parce que il y a aussi le côté, comme vous dites, fantasmagorique où on focalise sur quelque chose en pensant que notre intérêt se situe là et qu'avec cet accompagnement, on découvre véritablement quels seraient nos besoins. Et on peut découvrir qui on est et
D'accord. Vers qui on veut aller véritablement à ce moment-là. Donc c'est pour ça que c'est important de faire en amont, de faire ça, parce que là, ça n'est pas du tout une fiction. C'est pour ça que j'ai tenu à préciser que l'accompagnement est fait par des professionnels, donc des gens qui peuvent véritablement définir, décortiquer les choses et vous amener à un résultat probant. Comment vous avez rencontré ces professionnels? C'est super intéressant, ça. Alors, la Guadeloupe est peuplée de personnes de qualité, de professionnels en tout genre et dans tous les secteurs. Donc, il faut absolument, bien sûr, qu'un contrat de confiance s'établisse parce qu'il faut qu'il y ait une cohésion complète entre l'agence et les intervenants. Et on a pu mettre ceci en place sans aucune difficulté parce que nous sommes avant tout des professionnels de la communication. Donc, il est important de pouvoir exprimer les choses, se faire entendre de l'autre pour obtenir les bons résultats. D'accord. Alors, c'est intéressant ce que vous décrivez puisque ça a l'air quand même un peu spécifique à notre territoire. Bon, moi, j'ai déjà entendu parler d'agences de rencontres. Je vous avoue que je n'ai pas encore été m'inscrire. Mais en général, ce n'est pas aussi poussé. On dirait que là, c'est assez poussé. Est-ce que c'est vous-même qui avez créé ces fameuses fiches que les gens doivent remplir ou est-ce que ce sont des fiches types qui existaient déjà que vous avez repris? Comment ça fonctionne? Alors, je tiens à préciser que nous sommes affiliés à une organisation professionnelle. Donc ceci nous engage. Donc nous avons forcément une réglementation et d'où le côté très sérieux de tout ça. D'accord. Donc on a une fiche qui n'est pas tombée du ciel par hasard, qui résulte d'une véritable étude. D'accord, afin de répondre au mieux à la demande du client, mais afin de permettre au client de totalement savoir qui il est. Donc, les deux combinés conduisent, dans la plupart des cas, à un résultat positif. D'accord. Et après, comment se passe la fameuse rencontre? C'est sur le site? Là aussi, il y a une petite fiche. Et parce que le suivi du client est permanent en amont. Donc, lui tout seul, qui il est, vers quoi il tend, comment on peut l'accompagner, qu'est-ce qu'il faut absolument lui permettre d'obtenir comme outil pour pouvoir aboutir à ses envies. Et la fiche technique permet un suivi par la suite, c'est-à-dire une fois qu'on a pu établir le profil, la demande et tout cela, nous, on est chargé de lui trouver la bonne personne, celle qui va à un minimum de 70% coller à ses attentes. Les chiffres sont importants parce que rien n'est pris à la légère dans l'agence. Il faut absolument optimiser les chances parce que du client. Aimer, c'est une chance. Je reste persuadé qu'aimer est une chance. Ah oui, c'est vrai. Donc, donnons à nos compatriotes la possibilité de bénéficier le plus possible de cette chance-là. Et nous sommes là, en tant que professionnels, pour leur permettre d'y accéder un peu plus facilement. Est-ce que vous avez déjà eu à exclure des gens que vous ne trouvez pas sérieux sur votre fichier? Totalement. Comme je vous ai dit, on a une sorte de cahier des charges. Donc déjà, je vous ai cité tout à l'heure, ma première question était quand vous m'avez dit « j'ai envie de venir à votre agence ». Êtes-vous célibataire? Voilà, et ceci est vérifié de façon très formelle. Donc, il y a un cadre à respecter et vous devez pouvoir remplir les conditions imposées par l'agence pour figurer, pour y venir en tant que client. D'accord. C'est bien ça. Est-ce que vous avez des petites anecdotes ou des petites situations à nous raconter peut-être? J'aurais pu, mais par souci, comme je vous ai dit, de discrétion, de respect de la vie privée, parce que j'aurais pu le faire dans un total anonymat sans vous citer quelqu'un, mais pour moi ce serait violer une histoire privée. D'accord. Malgré tout. Oui, non. Bon. Juste des cas, bon, d'accord. Ah ben, je vais vous citer un cas. 2 personnes se sont rencontrées, elles s'aiment jusqu'à maintenant. Un cas où... Ah, ça c'est très bien. C'est très bien. Non, mais c'est le cas, c'est le but de l'agence. C'est le but de l'agence. Et on a eu, en 10 mois, des unions qui tiennent jusqu'à maintenant et des mariages.
Ah, oui, ça c'est bien. Donc, je préfère vous parler de choses comme ça de façon un peu synthétisée, qui sont vraies, sans dévoiler l'intimité ou une vie privée. Parce que pour nous, c'est une règle fondamentale. Non, c'est normal. Moi, je voyais plus un cas, par exemple, où vous avez eu à exclure, ou bien un cas où ça s'est très bien passé, où la personne s'est améliorée sur elle-même, par exemple. Ah oui, on a eu le cas d'une dame qui ne savait pas qu'elle était belle. Ah, c'est joliment dit en plus. Mais sans que ça soit une fausse modestie ou une pudeur mal placée, elle était persuadée de ne pas être Elle belle. avait une mauvaise image d'elle. D'accord. Le relooking et la phase confiance en soi ont balayé tout ceci d'un revers, et cette dame magnifique vit une relation tout aussi géniale. Voilà. D'accord. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ça ? Alors moi, faut un peu voir les choses de façon basique et simple, et ne pas appréhender le fait d'appeler l'agence pour obtenir un rendez-vous. Il est important de pouvoir passer le pas et d'avoir une opinion propre de cette rencontre-là qui pourrait vraiment embellir votre vie. Est-ce que vous pouvez nous donner le numéro ? Alors, est-ce qu'on donne... On vous appelle où ? Comment on Alors, fait pour simplement, rappeler ? je tiens à préciser qu'on est sur Canal et que régulièrement, nous avons d'autres spots qui est diffusé avec toutes les informations. Donc, vous aurez simplement, puisque vous êtes des fidèles de Canal, à repérer l'As de cœur. Et là, vous aurez toutes les informations pour nous contacter. Voilà. D'accord. Bon, parfait. Donc, merci beaucoup pour ces explications. Ça a l'air très, très intéressant. On va vous faire un petit suivi. On vous fera revenir dans quelques mois pour voir. Et je peux conclure en disant que très bientôt, il y a la fête de l'amour, la Saint-Valentin. Le 14 février. Et j'aurais aimé que tout un chacun puisse trouver son Valentin ou sa Valentine, avec ou sans l'agence, c'est pas un souci. Mais trouver l'amour, c'est important. Est-ce que vous avez quelque chose de justement prévu pour le 14, vous, par rapport à l'agence ? Faire beaucoup de couples. Donc pas d'événement particulier. Non, pas encore. Non, toujours par souci de discrétion, on ne peut pas afficher les. Non, ça j'ai compris, mais par exemple au niveau de l'agence, vous auriez pu avoir des journées portes ouvertes ou je ne sais pas, des journées à thème non. D'accord. Bon, ça reste dans les films, voilà. C'est de la fiction. Oui, tout à fait. Pour l'instant, on reste dans ce format-là pour optimiser la confiance. Et la confiance passe par la discrétion, par le respect de la vie privée. Bon, merci beaucoup pour ces informations. C'est moi qui vous remercie. Bon après-midi à vous. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.